Et salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on continue notre série de preview avant le début de la saison, donc bien entendu. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial, on n'est que deux, je suis avec notre ami Gugus. Salut Gus. Salut Elio. On se retrouve pour un épisode, comme je vous l'ai dit, spécial, en l'occurrence, car on va vous présenter seulement quelques équipes, je crois qu'on en a 5 ou 6 à vous présenter, 6 plutôt, des équipes indépendantes, donc qui n'ont pas de conférence, qui chaque année jouent contre d'autres équipes qui, elles appartiennent à des conférences. Voilà, c'est des équipes qui se baladent un petit peu à droite, à gauche. Vous allez voir, il y en a 2 très célèbres et d'autres moins. Et on démarre par la plus célèbre et celle qui intéresse le plus mon interlocuteur, Augustin, c'est Notre-Dame. Notre-Dame, que s'est-il passé déjà la saison dernière pour Notre-Dame? Parce que justement, finalement, vous n'étiez pas indépendant l'année dernière. Ouais, c'est ça, Elio, tu as raison de le mentionner. L'année dernière, nous avons rejoint pour la première fois de notre histoire une conférence avec l'ACC. Voilà, juste pour la saison dernière avec le Covid, afin de contourner un petit peu les règles, faisant des matchs interconférences, des rencontres en fait interdites. On termine invaincu de la saison régulière, notamment en battant Clemson à la maison, une victoire historique pour le programme, je dirais même la plus belle victoire depuis le match du siècle face à Florida State en 1993. Vous vous en souvenez pour la plupart des gens ici qui nous écoutent, victoire en 2 prolongations. Bref, un moment qui restera marqué dans le cœur des fans de Notre-Dame, dont le mien. Après, ça a été un petit peu plus compliqué. Nous sommes allés en finale de l'ACC Championship à Charlotte, où nous avons perdu face à Clemson, où il n'y a pas vraiment eu de match. Ils nous ont écrasés, merci Trevor Lawrence. Puis nous sommes allés au Rose Bowl à Arlington, au Texas. Là aussi, c'était une première pour perdre face à Bama. Alors, nous avons perdu 31-14. Certes, la défaite était difficile. Certes, Notre-Dame continue à perdre les matchs importants. Mais je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé face à cette offense all-time. L'intersaison a été très très mouvementée du côté de South Bend. On va commencer par les coachs. Il faut savoir que notre défensif coordinateur Clark Lea a accepté le job de head coach dans son alma mater qui est Vanderbilt. Il a été remplacé par Marcus Freeman, qui était le défensif coordinateur de Cincinnati. Il était l'un des coachs les plus prisés sur le marché des transferts. Et c'est une énorme prise, d'autant plus qu'il a reçu une proposition beaucoup plus lucrative de la part de LSU. Je pense que c'est un mouvement qui n'est pas temporaire, loin de là. Je pense bien qu'il prendra la relève de Brian Kelly dans quelques années quand son contrat aura pris fin ou quand il aura décidé d'arrêter. Cette intersaison a été aussi marquée par le grand nombre de joueurs qui ont quitté notre équipe, notamment en NFL. On a eu 9 joueurs draftés et quelques autres qui sont partis en tant qu'undrafted free agent, dont Jeremiah Owusu-Koramoah, nos 2 meilleurs receveurs et nos 4 O-line titulaires. Donc voilà, Notre-Dame a perdu beaucoup sur cette intersaison sur le roster, d'où la nécessité d'aller sur le portail des transferts, et je trouve qu'on a été plutôt performant puisqu'on enregistre d'abord l'arrivée de Jack Cohn, le quarterback de Wisconsin, qui n'a pas joué l'année dernière mais qui avait fait une très bonne saison 2019. J'en parlerai après, mais voilà, il devrait être le titulaire. Puis on a aussi accueilli Kane Madden. Donc Kane Madden, c'est un garde de Marshall qui était second team All-American l'an dernier. Et voilà, il vient un petit peu apporter l'expérience à une ligne offensive assez inexpérimentée et pour mon plus grand plaisir. C'est clairement un des plus gros coups, excuse-moi, mais c'est clairement des plus gros coups dans les transferts de cette intersaison. Ouais, d'autant plus qu'il était annoncé à Florida State et après sa visite à Notre-Dame, notre coaching staff a su le faire venir et c'est une super nouvelle, je trouve. On ne crache jamais sur un All-American. Au niveau de la revue d'effectifs, notre quarterback titulaire devrait être ce transfert de Wisconsin, Jack Cohn, mais cependant il est en concurrence avec Drew Pine, dont j'avais fait une interview sur mon compte Twitter, je vous invite à aller voir, et Tyler Buchner, notre quarterback presque 5 étoiles, que tout le monde attend un petit peu à Notre-Dame comme le prochain grand quarterback. C'est vrai qu'on n'a pas eu de grand quarterback, on va dire, à potentiel NFL ces dernières années, depuis j'ai honte, j'ai oublié, depuis Brady Quinn. Donc voilà, je pense que Jack Cohn devrait commencer la saison, faire 7-8 matchs. Et si on voit que on fait pas un bon début de saison, ça m'étonnerait pas du tout de voir Tyler Buchner prendre sa place. Concernant les joueurs stars à suivre, j'ai 3 noms.
2 en attaque et 1 en défense. Le premier, c'est Kyron Williams, notre running back sophomore, qui a un peu éclaboussé le pays de son talent l'an dernier. Petit running back véloce, qui a des appuis de malade, des 4 deb pour les amateurs de rugby. Enfin bref, mon nouveau chouchou, et il devrait être un des joueurs les plus utilisés. Il y a notre tight end aussi sophomore, Michael Mayer, Baby Gronk. Bon, ça titille un peu notre ego, les fans de Notre-Dame. Et enfin, notre safety, Kyle Hamilton, candidat au top 10 de la prochaine draft. Ouais, un extrêmement safety, fort. un safety slash linebacker. Vous avez eu l'occasion de le voir et vous aurez encore l'occasion. Au niveau des forces de l'équipe, j'en ai trouvé 3. Bon, évidemment, il y a cette running back room avec Kyron Williams et Chris Tyree, qui est une des meilleures du pays, si ce n'est la meilleure. Puis il y a notre defensive line, alors parce qu'on observe le retour de 2 5e années, et notre offensive line. Alors là, pour la ligne offensive, aussi bizarre que cela puisse paraître, je me fais pas trop de soucis, bien qu'on ait perdu nos 4 titulaires, hein, les Michael Beag, Robert Hainsey, etc. Parce qu'on aura 2 All-American titus, en les personnes de Jared Patterson, qui est le seul rescapé titulaire de cette ligne, et Kane Madden. On aura un tackle droit qui est Josh Lugg, qui joue depuis plusieurs années, qui est le joueur en fait qui a pallié toutes les blessures depuis ces 3 années. Et en revanche, il y aura un petit nouveau, et ça c'est une chose qui est très très rare avec Brian Kelly, notre titulaire au poste de left tackle devait être Blake Fisher. C'est un true freshman qui a fait des performances de ouf pendant notre spring practice. J'attends vraiment beaucoup de ce joueur. Au niveau des faiblesses, ça change pas, c'est les mêmes depuis 10 ans. On n'a pas de receveur, on a perdu 2 mecs à la draft et on manque cruellement de playmakers. Donc ça va vraiment être un point qu'il va falloir améliorer parce que quand t'as pas de playmaker en attaque, bah, t'avances pas, c'est tout. Aussi les DB. Alors Kyle Hamilton, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je sais que notre coach Marcus Freeman est un adepte des formations à 5 defensive backs. Et mis à part Hamilton, les 4 autres, bah, c'est presque une inconnue. Certes, on a Clarence Lewis qui a été titulaire l'an dernier, mais ça reste un gars très jeune et qui manque peut-être un peu de talent. Bref, j'espère vraiment que ce spring practice leur a permis, je vais pas dire de gagner en expérience, mais d'avoir amélioré leur jeu parce qu'il va vraiment falloir qu'on ait des bons DB, surtout vu les équipes qu'on va affronter. Hein. Je pense à Cincinnati ou à UNC. La question que tout le monde se pose, donc j'en ai une principale, c'est est-ce que Notre-Dame survivra au nombreux départs de ses cadres? Alors, je m'explique. C'est nécessaire que Notre-Dame arrive à survivre au départ de ses cadres parce qu'on a pour ambition de changer de statut. Et évidemment, depuis 1988, on est dans cette quête perpétuelle de gagner un National Championship. Et il faut qu'on arrive chaque année, même en perdant beaucoup de joueurs à la draft, à rester compétitif, comme le fait Ohio State ou Alabama. D'après Bill Connelly d'ESPN, cette année, il y aura seulement 53% de notre effectif qui sera de retour. Ohio State, c'est 50% et Alabama, c'est 55%. Et on sait très bien qu'Ohio State et Alabama continueront à être plus que des prétendants au titre de leurs conférences respectives. Voilà, c'est ça le but pour Notre-Dame. Notre-Dame devra rester compétitif pour affirmer ses ambitions sur le plan national et ça passera forcément par des grosses performances malgré une perte importante de l'effectif. Au niveau du calendrier, alors, le calendrier est plus clément que l'an dernier. On va dire que c'est une sorte de tampon entre celui de l'année dernière et ceux qui vont arriver les années prochaines. Je vous préviens, les années prochaines, ce sera très très compliqué avec Ohio State, Texas A&M, Clemson. Il y aura 2 matchs capitaux, du moins j'en ai relevé 2. Il y aura le premier face à Wisconsin au Soldier Field pour les Shamrock Series, match à ne pas louper. Voilà, donc le Soldier Field, Chicago, c'est un peu chez nous, il y a que des Irlandais là-bas, ils suivent tous Notre-Dame. Ça sera le 4e match de l'année et il va vraiment nous permettre de nous situer pour savoir si on peut prétendre encore faire une saison en étant invaincu. Ouais, ça va être un bel affrontement aussi avec Jack Cohn, du coup, qui va affronter son ancienne équipe aussi. Ce sera sympa à voir dans l'idée. Et puis, ce sera 2 équipes qui se ressembleront un petit peu sur le plan de jeu. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais Notre-Dame devrait beaucoup courir cette année encore. Je ferai attention au premier match face à Florida State. Bon, certes, c'est pas le Florida State des années Jameis Winston, mais aller faire un premier match, surtout le dimanche, en prime time sur ABC à Tallahassee, c'est jamais facile et il faudra vraiment faire gaffe à pas le louper celui-là. Puis,
Le deuxième match, on va dire très important, c'est celui face à Cincinnati, à South Bend, qui sera le 5e match, hein, le 2 octobre, pardon. Et là, il y a un risque d'upset énorme. Je ne sais pas ce que tu en penses, Elio, mais celui-là, il va vraiment falloir assurer parce que Desmond Ridder, il arrive avec le couteau entre les dents. Je suis pas vraiment flippé pour votre match face à Cincinnati. Sincèrement, c'est pas ce qui me fait le plus peur sur votre calendrier. Tu vas citer les équipes après, mais Ça serait quel match, par exemple, pour toi, le plus difficile? la réception du UNC et de North Carolina, là, il y a un des deux matchs où ça va mal se passer pour vous. Enfin, il y aura une défaite, à mon avis, parce que ça va être coup sur coup deux grosses équipes qui viennent et qui ont beaucoup à jouer dans leur saison, elles aussi. Donc, à mon avis, Ouais, là, l'enchaînement, voilà. Puis en plus de ces équipes, on aura les matchs habituels contre 5 teams de l'ACC, l'ACC. Parce que je vous rappelle, Notre-Dame est indépendant, mais on a un partenariat avec cette conférence pour faire 5 matchs tous les ans. D'où le match l'an dernier. Bon, l'an dernier c'était différent, mais d'où les matchs les années précédentes face à Clemson par exemple. Puis face à USC, on rencontre USC chaque année, notre rival historique. Et enfin, Navy. Notre pronostic, c'est très difficile à pronostiquer. J'aimerais bien avoir ton avis après, Elio, parce qu'on a un nouveau quarterback et un nouveau coordinateur défensif, bien qu'il soit excellent. Moi, je pars sur un 10-2. Je suis quand même très très confiant. Je pense qu'on a passé un cap. Et je vois 2 défaites. Ça sera soit face à Wisconsin, Cincinnati ou USC. Je suis pas apeuré par Wisconsin. Sincèrement, c'est vraiment USC et North Carolina qui me dérangent sur votre emploi du temps. Mais je vois bien un 10-1 ou un 10-2 avec des problèmes face à ces équipes-là. Mais vraiment, le Wisconsin et Cincinnati, c'est pas ce qui me fait le plus flipper pour Andy. Voilà. Donc, en somme, si je devais résumer ma preview, ça serait Notre-Dame doit vraiment performer cette année pour montrer que c'est une équipe qui a des ambitions nationales tous les ans. Et c'est le message qui a été porté par notre département athlétique, par Brian Kelly, par l'université. Le but, c'est chaque année d'être un prétendant au titre national et ça passera forcément par une bonne saison. Eh bien, très bien pour ta preview de Notre-Dame. On passe à une autre équipe indépendante, c'est BYU Brigham Young, donc qui est une université mormone à proximité de Salt Lake City, dans l'Utah. Alors déjà, juste pour vous mettre en forme, le principe de certaines universités mormones telles que BYU, il y a pas mal de joueurs et d'étudiants qui partent en mission 1 ou 2 ans à l'étranger, en mission mormone. Donc vous pouvez en croiser des fois dans les rues de Paris. D'ailleurs, on en croise de temps en temps avec des pulls BYU qui voilà, sont là pour promouvoir un peu leur religion. Et donc, il y a certains joueurs qui participent à ces programmes et qui se retrouvent encore en college football assez âgés et avec des red shirts et et des choses comme ça quoi, qui leur permettent de rester plus longtemps dans le programme. Alors, pour la rétrospective 2020, BYU, ça a été une grosse saison, hein, parce qu'ils ont sorti un gros quarterback à la draft, on va parler dans un instant. Ils sortent d'une saison à 11 victoires, une défaite. Une seule défaite, c'était face à Coastal Carolina. Et les victoires sont pas forcément mémorables. Enfin, c'était toujours des gros scores, hein, ils ont outscore les autres équipes, mais c'était pas forcément de grosses équipes. Voilà, la seule victoire un petit peu marquante, c'est face à Boise State. Et donc cette défaite face à Coastal Carolina, qui était clairement la meilleure équipe que BYU avait dans son calendrier. BYU ont tout de même terminé 11e de l'AP et ils avaient donc le fameux Zach Wilson en tant que quarterback qui a lancé 33 touchdowns pour 3 interceptions. Il a couru pour 10 touchdowns à la course et 3692 yards dans les airs. Zach Wilson qui a été drafté chez les Jets, hein, en 2e choix de la draft. Voilà, ça a permis à BYU d'aller en bowl, au Boca Raton Bowl, donc du côté de la Floride, face à UCF, justement, et une grosse victoire pour BYU cette fois-ci, 49-23. Durant l'intersaison, on a eu donc de nombreux départs en NFL, bien entendu, donc Zach Wilson chez les Jets. Il y a aussi Brady Christensen, qui était le meilleur tackle de l'équipe et All-American, qui est parti chez les Panthers. On a dit Kyrie Stonga, qui était le defensive tackle titulaire, Kaufuzi, qui était le meilleur linebacker. Voilà. Plusieurs joueurs et Daxman qui était le meilleur receveur, hein, aussi, qui est parti du côté de Washington. On a eu, bien entendu, un départ aussi de l'offensive coordinateur Jeff Grimes, qui a eu un poste à Baylor, le même poste, hein, offensive coordinateur. Il a été remplacé par Kalani Sitake, qui était l'ancien QB coach de BYU et qui avait
qui a l'habitude de remplir des postes de coach offensif. Hein. Il était notamment à Utah il y a quelques années. Cette année, au niveau des commits, ils n'ont eu aucun 4 étoiles, surprenamment. Le meilleur commit s'appelle Logan Fano, c'est un edge 3 étoiles, le 23e meilleur edge du pays. Donc voilà, le recrutement n'est pas trop en adéquation avec les résultats de la saison dernière. En revanche, ils ont eu quand même 5 transferts, dont certains intéressants. Il y a les deux frères Nakua, Puka et j'ai oublié le prénom de l'autre frère, mais Puka Nakua, qui était lui un ancien 4 étoiles à Washington, et les deux frères sont receveurs au niveau de l'effectif pour cette saison. On a comme QB titulaire une compétition entre 4 QB. Ça va être difficile de récupérer le rôle de Zach Wilson après sa saison phénoménale. Alors on se retrouve avec Baylor Romney qui est un senior, Jaren Hall qui est un sophomore medical redshirt qui a eu des saisons et des saisons de blessures, Sol J. Mavaya qui est un sophomore et Jacob Conover qui est un freshman à 4 étoiles. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Romney a eu un peu de temps de jeu en 2020 parce que Wilson s'était blessé, que Hall est considéré comme un excellent lanceur, quelqu'un avec un très gros bras qui peut vraiment lancer loin. Mais pareil, comme je l'ai dit, il a été freiné par des blessures. Et les deux autres, ce sont des jeunes prometteurs en fait. Mavaya qui était bien en vue, c'était un 3 étoiles, mais bien en vue il y a 2 ans. Et puis Conover, freshman 4 étoiles. Voilà, donc on s'est compris. Il va y avoir une compétition pour 4 QB pour l'instant sur tout ce que j'ai essayé d'analyser pour BYU. Il n'y en a pas un qui ressort, il n'y a pas un nom qui ressort parmi les 4. On pense tout de même à Jaren Hall. Voilà, c'est ce qui se dit. Il se dit que Hall a un gros potentiel, si les blessures ne sont pas là. Au niveau des joueurs stars à suivre, on va retrouver Tyler Allgeier, le running back sophomore qui avait été auteur de 13 touchdowns et 1130 yards de la saison dernière, et Isaac Rex, le tight end, qui était le tight end numéro 2 derrière Matt Bushman dans l'équipe, qui a été auteur de 12 touchdowns en 2020, donc une équipe qui va rester sur un axe très offensif. Et justement, en force de l'équipe, on reste sur de l'offense, parce que c'est clairement la force de BYU avec le post receveur qui est très complet avec l'arrivée des frères Nakua, mais aussi les 2 receveurs qui sont déjà en place, Romney, donc un autre Romney, et Pau qui cumule 1370 yards à eux deux en 2020. Il y a aussi un autre receveur, Augustin, qui est un peu plus local par rapport à chez nous. Bah oui, c'est Terence Fall, un Français. Voilà, il fait partie maintenant, on peut le dire, des nombreux Français qui sont en NCAA. Il me semble que l'année dernière, il a eu une réception, non? Il avait joué lors du premier match. Depuis, on l'a plus vu. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette année, on pourra le voir et on regardera les matchs forcément quand il y a des Frenchies. On est devant notre télé. On croise les doigts pour Terence Fall. Au niveau des faiblesses de l'équipe, c'est clairement la D-line. En fait, ils ont eu le départ de 3 titulaires, voilà, donc ça sera comblé. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui reste quand même plutôt équilibrée sur le papier. Encore une fois, je vous dis, j'ai vraiment étudié le truc, voilà ce qui se dit sur les plus, sur les moins, et l'équipe reste quand même assez complète. Après, la question que tout le monde se pose, c'est tout de même, est-ce que malgré les grosses pertes de la draft, ils pourront se relever de leur très belle saison? Et on va y répondre tout de suite avec le calendrier à venir. Un calendrier assez équilibré, une week 1 déjà qui démarre du côté d'Arizona, face à Arizona, les Wildcats qui sortent d'une très mauvaise saison. Ça sera dans le stade des Raiders à Las Vegas, le Legiant Stadium. En deuxième semaine, ils reçoivent Utah pour le derby donc, de l'Utah. Match qui va être assez important et là qui va déjà commencer à créer une sorte d'équilibre entre les deux équipes. En troisième semaine, il y a un gros match aussi face à Arizona State. Arizona State, on les attend impatiemment, notamment avec le quarterback Jaden Daniels. Et puis dans le calendrier, ils affronteront Boise State, Baylor, Virginia, Washington State. Donc c'est des matchs intéressants parce que finalement, c'est des équipes qui se valent et qui sont bien meilleures que les équipes qui ont affronté BYU la saison dernière. Et un tout dernier match de saison à USC, donc du côté de Los Angeles. USC qu'ils avaient battu en 2019 là-bas. Ouais, exactement. Donc c'est une revanche pour USC et un USC qui est beaucoup plus fort, je pense, en tout cas sur le papier qu'en 2019. Donc assez intéressant à voir. Au niveau du pronostic, moi j'ai mis 8 victoires, dont face à Virginia. Désolé Virginia France, on te fait des bisous. Et 4 défaites tout de même, parce que je pense que les Arizona State, les USC, les Baylor, les Utah, ça peut être assez compliqué. Ça peut être assez compliqué. Il y a plus Zach Wilson. Et justement, c'est un petit peu l'ouverture de fin sur cette preview de BYU que je me disais, c'est
finalement, BYU ont un calendrier assez relevé, qui reste quand même à leur niveau. Mais est-ce que c'est pas un an trop tard avec le départ de Zach Wilson et les autres joueurs Bah, titulaires complètement. d'ailleurs. Donc, ça sera intéressant à suivre cette saison de BYU voilà, pour la fac mormone. Autre preview, Augustin? Bah, on part du côté de Liberty. Alors, Liberty, il y a quelques années, on serait passé dessus en 2-3 minutes, mais là, on va un peu plus en parler, parce que vous allez voir, il y a un quarterback sur lequel beaucoup de personnes sont excitées, on va dire. Alors, au niveau de la rétrospective en 2020, pardon, 10 victoires, grosse saison. Donc, une victoire face à Virginia Tech à la dernière seconde sur un field goal qui était assez incroyable. Plus une victoire en bowl face à Coastal Carolina, là aussi en overtime. Puis une défaite d'un rien face à NC State. Donc, bref, ça a été une saison exceptionnelle pour Hugh Freeze. Donc, Hugh Freeze, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'ancien coach d'Ole Miss, il me semble, avant l'arrivée de Lane Kiffin. Voilà, Liberty a assuré. C'est pour ça que beaucoup de personnes placent cette équipe très haut dans leurs pronostics. C'est parce qu'ils ont montré, même face à des équipes du Power 5, qui savaient les manier, qui savaient créer du danger, notamment en attaque. Au niveau de la revue d'effectifs, 90% de l'effectif sera de retour, dont le quarterback titulaire Malik Willis, qui sera au centre de toutes les attentions. Alors Malik Willis, pour un peu pour faire son portrait, il avait commit à Auburn il y a quelques années avant de rejoindre Liberty l'an dernier. Ses stats l'an dernier, à la passe, c'est 2250 yards, 20 touchdowns, 6 interceptions en 10 matchs seulement. Et à la course, c'est 944 yards, ça c'est énorme, pour 14 touchdowns. Malik Willis, c'est un petit peu peut-être ce qui se rapproche le plus de Lamar Jackson depuis que Lamar Jackson a quitté Louisville. C'est une sorte de phénomène athlétique qui arrive à, je trouve, très vite passer d'une position statique à une position dynamique. Et ça, c'est un quarterback, hein, comme disent les Américains, quand tu peux extend the plays, comme ils disent, forcément, tu es un playmaker, tu peux faire gagner ton équipe. Et voilà, quoi, c'est un genre hyper excitant. Il sera dans la course au Iceman. Ça, j'en suis sûr. Bon, ça sera peut-être un petit peu difficile pour remporter du fait du statut de l'équipe. Et il y a même des gens qui le voient first pick à la prochaine draft. Alors, moi, ça me paraît déjà très prématuré parce que il n'a pas non plus un bras exceptionnel, mais c'est des choses qui se travaillent et on ne sait jamais. Hein. En college football, il ne faut jamais dire jamais. On ne pensait jamais que Joe Burrow allait être numéro 1 de draft. Je préfère pas trop m'avancer. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'article de Julien Fagnon sur Midnight on Campus. C'est un zoom-in où il s'est penché en fait sur le cas Malik Willis et si vous voulez tout savoir sur le joueur, c'est l'article qu'il faut lire. L'attaque, elle sera ultra prolifique dans le sillage évidemment de Malik Willis. L'an dernier, elle inscrivait 38 points par match en moyenne, ce qui est quand même énorme, surtout quand on voit leur calendrier avec pas mal d'équipes d'ACC qui ont des bonnes défenses. La O-line sera entièrement de retour, tout comme les receveurs, les tight ends et les running backs. Je vous conseille notamment de garder un œil sur le running back Joshua Mack, qui était, il me semble, un running back en FCS, un joueur assez impressionnant et que je pense que lui, il va faire des stats cette année. Donc voilà, l'attaque jouit d'une grande stabilité et c'est forcément quelque chose d'important quand on sait que c'est une équipe qui vit grâce à son attaque. Du côté de la défense, elle est quasiment entièrement de retour, cette défense. Je vous conseille de porter une attention particulière sur deux linebackers super seniors. Donc des super seniors, ce sont des joueurs qui reviennent pour une 5e année, par exemple, avec l'année d'éligibilité offerte. Ce sont Durrell Johnson et Treshaun Clark. Voilà, donc ils sont en tête d'une défense qui est particulièrement efficace à la course et ça devrait vraiment ne pas leur porter préjudice. Je les vois pas perdre beaucoup de points en défense de ce côté-là. Du moins, c'est ce que disaient les statistiques. La question que tout le monde se pose, Elio, et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est est-ce que les Flames peuvent-ils viser un bowl du Nouvel An? Donc un bowl du Nouvel An, pour ceux qui ne savent pas, il y en a 6, et en général, il y a toujours une équipe du groupe of 5 qui y participe. Je vais d'abord vous avancer le calendrier, puis après on pourra réfléchir à une réponse. C'est un calendrier qui est sympa, je trouve, et
mine de rien, assez compliqué. Il y aura un match notamment hyper intéressant face à Ole Miss le 8 novembre à Oxford, hein, dans le Mississippi. Ah ouais, Euh, immanquable celui-ci, immanquable. je te jure, on va le regarder, hein. On s'appellera Elio. Donc voilà, Avec l'autre fou et ses chiens du et c'est chiant. Mississippi, là, ouais, ouais. Bah Immanquable. voilà, ça va être deux superbes attaques. Donc là, attendez-vous à un match à 50-50 ou 60-60. Il y aura d'autres matchs intéressants, notamment face à Syracuse ou AB, et même face à Louisiana, les Raging Cajuns le 20 novembre aussi. Du côté de mon pronostic, moi je vois une grosse année. Donc je pars sur un bilan de 10 victoires pour une défaite. Du fait de cette stabilité incroyable au niveau de l'attaque et de la défense, je pense que c'est une équipe qui peut que augmenter, qui peut que s'améliorer dans le sillage, encore une fois, d'un Malik Willis qui fera une très très grosse saison. Donc pour moi, leur seule défaite, elle sera face à Ole Miss. Donc Hugh Freeze sera de retour dans le Mississippi. Et peut-être face à UAB, UAB qui est une équipe assez bonne, hein, l'équipe de Birmingham en Alabama. Donc voilà, moi je pense avec ce bilan, ils peuvent viser un bowl du Nouvel An. Évidemment, ça sera à la condition d'une saison pas exceptionnelle de Cincinnati ou de UCF. T'en penses quoi, toi, Léo? C'est clairement une des équipes du Group of Five, enfin une des 2 ou 3 équipes du Group of Five qui peut viser ce bowl du Nouvel An. Après, je sais pas, est-ce que le fait que le calendrier soit entre guillemets un tout petit peu léger, ça va pas jouer là-dessus sur la décision finale. Mais c'est Ouais, vrai qu'en t'as tout raison, cas, mais toi, quand tu regardes, t'as quand même Army, Louisiana, Ole Miss, ouais, mais UAB, Syracuse, tu vois, genre, c'est pas non plus un calendrier cupcake. Il y a des bonnes équipes. on n'a pas encore fait la preview du Group of Five, mais on verra, on comparera avec les autres calendriers. Ce sera intéressant à voir. Ouais. Et d'ailleurs, le Ouais. match face à Syracuse, du côté du Dôme, hein, à Syracuse, Attention, upset. Attends, upset. Il n'y bah, aura pas d'upset. Moi, je pense qu'ils vont gagner. Pour moi, c'est un match je pense quasiment que sûr. je pense que je vais le regarder. J'aimerais bien voir un petit peu, parce que c'est un petit peu la vraie équipe de premier bon niveau là qui vont affronter, même si Syracuse, on sait, sont en perdition. J'aimerais bien voir ce que ça donne un petit peu les deux. Je suis bien d'accord avec toi. Eh bien, maintenant, on passe au preview des équipes un petit peu, beaucoup moins même en vue que les trois qu'on vient de vous citer. On passe du côté du Nouveau-Mexique, hein, à New Mexico State, chez les Aggies. Euh, alors, écoutez, hein, je me suis démerdé pour essayer de trouver le maximum d'infos sur New Mexico State. Les gars m'en voulaient pas si ça semble un peu pauvre. Autant être honnête. Alors, pour la rétrospective 2020, eh bien, ils avaient eu une saison déjà en 2019, et j'espère qu'on n'entend pas les voitures derrière. Ils avaient une saison en 2019 à 2-10, donc 2 victoires, 10 défaites. Donc ça s'annonçait mal, hein, pour les Aggies. Et finalement, en 2020, bah, ils ont joué seulement 2 matchs qui ont été... en fait, ils ont été ajoutés au FCS qui s'est joué en 2021. Voilà, ils avaient annulé leur saison 2020 à New Mexico State. Ils ont joué seulement 2 matchs de FCS, une victoire et une défaite face à Dixie State et Tarleton State. Alors autant vous dire que je ne sais même pas où ça se situe exactement, mais au niveau des noms, ça doit être plus vers le sud. Et le calendrier original qui était prévu de base pour 2020 voyait New Mexico State affronter des bonnes équipes, hein, telles que UCLA, UAB, Hawaii. Il terminait à Florida d'ailleurs, ça aurait été un petit cupcake pour Guillaume. Et D'ailleurs, Elio, c'est la particularité de cette équipe. Chaque année, ils rencontrent vraiment des grosses équipes de SEC ou de Pac-12. Je sais qu'on les avait affrontés en 2019 avec Notre-Dame. En général, ils se déplacent les premiers matchs, ils se prennent une petite branlée et ils reviennent. Tu fais bien de le dire parce qu'on va parler du calendrier après. Tu vas voir que ça va être chaud pour eux. Et il y avait aussi un derby prévu face à New Mexico, hein. Il y a deux grosses équipes dans le Nouveau-Mexique. Au niveau de l'intersaison, c'est la 9e saison de Doug Martin, le head coach. Ils ont, en termes de commit, seulement que des 3 étoiles, mais très mal classés. Et un quarterback qui est le 117e meilleur quarterback du pays et qui s'appelle Appleman, qui était à Mater Dei. Voilà, juste pour l'info, vu que c'est un des meilleurs lycées quand même de tout le pays. Donc voilà, qui se retrouve du côté de New Mexico State. Et un seul transfert, c'est Eli Johnson, qui était un interior line d'Ole Miss. Au niveau de l'effectif, eh bien, le QB titulaire, ça sera Josh Atkins, qui est un junior, hein, qui a été auteur de plus de 5 milliards
et 27 touchdowns pour 24 interceptions avant la saison du Covid. Hein. Donc voilà, un gros lanceur, mais et est-ce que c'est le meilleur? Je ne suis pas certain. Au niveau du joueur à suivre, je dirais Devin Richardson, hein, qui est un linebacker sophomore, qui a été auteur de 69 plaquages, de sacs et 3 fumbles forcés en 2019. Voilà. Après, au niveau des forces et des faiblesses de l'équipe, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien à vraiment situer, ne serait-ce que l'équipe est une faiblesse en elle-même. C'est terrible hein, pour New Mexico State, il n'y a pas grand-chose à dire. La question que je me pose quand même, c'est est-ce qu'il y a un fan français de ce programme? Juste si, voilà, si Bah, c'est sûr. T'as forcément un Français qui a fait un échange universitaire là-bas. Ouais, peut-être, ou un mec qui a regardé, comment ça s'appelle la série là, qui se trouve à Dunkerque. Breaking Bad, oui, Breaking Bad, un mec fan de Breaking Bad et qui est devenu fan de New Mexico State, va savoir. Alors voilà, dites-le nous si jamais vous appréciez le programme. Au niveau du calendrier, la première semaine, c'est un match face à l'University, face à UTEP, hein, Texas à El Paso. En troisième semaine, il y a un derby face à New Mexico. Et au niveau du calendrier, on trouve quand même des équipes plutôt pas mal. Hein, San Diego State, San Jose State, Hawaii qui affrontent 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur. Nevada qui seront intéressants à suivre. Kentucky, UMass et surtout un match face à Alabama. Donc, comme tu le disais, Augustin, il y a toujours des matchs où ils sont là pour se faire éclater. Ça sera le cas. Petit cupcake pour Alabama. Et au niveau du pronostic, je mets une victoire pour 11 défaites avec victoire face à South Carolina State. Super, go Aggies. Voilà. On va remonter du côté du nord-est des États-Unis cette fois, Gus. Ouais, puisqu'on se déplace du côté du Connecticut pour Yukon, voilà, University of Connecticut. Il faut savoir que c'est la première saison en tant qu'équipe indépendante. En 2019, ils jouaient encore en American. Donc voilà, c'est une toute nouvelle équipe dans cette division, si on peut l'appeler comme ça. Ils n'ont pas du tout joué en 2020 comme New Mexico State. Donc il est difficile de donner des indications, sachant qu'ils n'ont pas du tout joué en 2020, quoi. Donc c'est peu pertinent, je trouve, de faire une preview avec les joueurs, parce que je ne sais pas du tout ce qu'ils donnent. J'ai fait pas mal de recherches. Les insiders disent que l'équipe reste mauvaise, et pour le voir, en fait, il fallait regarder les saisons 2018 et 2019 où il y avait 2 victoires max par an, et c'était en général face à des équipes FCS. On espère qu'ils inverseront la tendance, mais ça risque d'être très compliqué lorsqu'on voit leur calendrier difficile. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un calendrier compliqué. Alors déjà, le 13 novembre, il y aura un match face à Clemson au Memorial Stadium de Clemson. Donc là, autant vous dire que ça va faire mal. Et c'est formateur, hein, comme on dit. Tu gagnes de l'expérience, mais tu ne pourras pas rivaliser. Il y aura d'autres matchs face à UCF, face à Houston, Purdue, Army, Wyoming. Donc, bref, c'est des matchs vraiment compliqués. Et moi, je ne les vois pas faire un meilleur bilan que 2 victoires. Ce sera une première victoire face à Holy Cross, qui me semble être une fac d'Ivy League, Elio, contredis-moi si je dis une connerie. Et je crois qu'ils sont en Ivy League. Ouais. C'est une fac, c'est près de Boston, Holy Cross, il me semble. Et après, peut-être une deuxième victoire face à Middle Tennessee ou Yale, mais encore, c'est des équipes qui sont pas dégueulasses du tout. Donc, franchement, je demande à voir, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est une équation à trop d'inconnus, et je suis très nul en maths. Donc déjà, quand il y en a une, j'ai du mal. Alors là, quand il y en a plusieurs, c'est encore pire. Donc, voilà. En plus, un programme qui a failli disparaître, c'est sûr que là, les bases sont compliquées. Et dernier programme que l'on vous présente, eh bien, on reste encore dans le nord-est et vers Boston justement pour celui-ci, c'est l'université du Massachusetts. Enfin, c'est pas exactement vers Boston, mais c'est l'État de Boston. Les Minutemen, donc de UMass, qui en 2020 ont perdu tous leurs matchs. Ils avaient 4 matchs, 0 victoire, 4 défaites. Alors déjà, pour vous donner un petit avant-goût, en 2019, c'était une victoire pour 11 défaites. Voilà, donc des matchs face à Georgia Southern, Marshall, Florida Atlantic et Liberty, tous perdus, bien entendu. Liberty qui a outscore UMass. Au niveau de l'intersaison, c'est la 3e saison de Walt Bell, qui était l'ancien offensive coordinateur de Florida State, de Maryland, d'Arkansas State et d'autres équipes. Maryland, il n'a pas laissé un souvenir impérissable, autant vous le dire. C'est la 116e meilleure classe commit du pays. Donc pareil, pas grand-chose à dire à ce niveau-là, au niveau des joueurs qui ont décidé d'aller chez les Minutemen. Mais il y a quand même 12 transferts avec des joueurs
qui viennent de North Carolina. Il y en a 2 de North Carolina, 2 de Rutgers, un de Michigan. Je crois que j'en ai même vu un d'Ole Miss. Bref, quelques joueurs quand même qui sortent de grosses facs de D1. Donc je pense qu'ils misent un Ça petit peut être peu pas plus. mal en vrai. Ils misent un Peut-être petit peu beaucoup, plus sur les transferts. C'est Après, pas un superbe message envoyé à tes recrues, mais je pense que tu peux faire. T'as une bonne base de travail avec tous ces transferts. de toute manière, en général, quand c'est les 3e ou 4e saisons de coach, c'est là où ils commencent à un petit peu avoir le feu aux fesses et à devoir employer entre guillemets des grands moyens pour essayer de relever un petit peu la tête de leur programme. Au niveau de l'effectif, au niveau du poste QB titulaire, il va y avoir une bataille entre Will Koch, le freshman, et Garrett Zero, l'autre freshman, mais qui est en freshman, qui l'utilise en année supplémentaire. Voilà. Les deux, je crois d'ailleurs, l'utilisent en année supplémentaire. Je dis des bêtises parce que les deux ont joué un petit peu la saison dernière. Ils se sont partagés le temps de jeu, mais bon, il n'y en a aucun qui ressort réellement. Et j'avoue que j'ai pas réussi à trouver d'infos qui nous disait qui serait probablement le titulaire. Au niveau des joueurs stars à suivre, hein, il y a le linebacker senior Cole McCaffrey qui est vraiment le go-to guy de la défense et le receveur Samuel Emilius qui a peut-être été le seul atout offensif la saison dernière. Après, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que, parce que mine de rien, UMass, ils sortent quelques joueurs en NFL de temps en temps. Là, en 4 ans, ils ont sorti 5 joueurs, dont Andy Isabella, le receveur des Cardinals. Tu demanderas à Cyprien de Cartes France ce qu'il en pense d'Isabella. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, et pourquoi pas ressortir un joueur, mais qui, c'est la grosse question. Au niveau du calendrier, en première semaine, ils se déplacent à Pittsburgh. Il y a un Pittsburgh qui sort d'une très bonne saison, qui ont perdu énormément de joueurs, mais bon, qui devrait quand même s'imposer largement. En deuxième semaine, c'est match face à Boston College, donc rivalité locale. Ça, c'est plutôt sympa à voir. Et puis à voir Fit Jurkovic qui a affronté la défense de Massachusetts. Et au niveau du calendrier, on retrouve quelques équipes telles que Coastal Carolina, Florida State ou Liberty, donc qui seront toujours des matchs plaisants à voir si vous aimez les gros scores. C'est pas facile, hein. Bah ouais, pas facile pour les Minutemen. Après, j'aimerais bien voir un petit upset là face à un Florida State ou un truc comme ça, ce serait marrant, mais j'y crois pas. J'ai du mal à y croire, hein. Surtout, par exemple, là, je regarde leur calendrier 2019. Ils se sont fait éclater, mais par tout le monde, hein. Face à Louisiana Tech, là, je vois un 69-21. Face à Army, 63-7, et il faut abuser. Franchement, t'abuses. 63-7 face à Army, il faut le faire. Et leur seule victoire, c'était face à Akron, les Zips. C'est vrai qu'en tant que joueur, il faut avoir du mental quand même pour subir ça, les pauvres. Au niveau du pronostic, du coup, je sors quand même 2 victoires, 10 défaites. Je leur donne 2 victoires face à Rhode Island et face à Maine. Une victoire sûre face à Maine, je dirais. Face à Rhode Island, c'est un petit peu moins sûr, mais pourquoi pas. Et juste pour la petite anecdote, on a un Français qui joue en JUCO du côté d'Independence dans le Kansas. On a 2 Français qui sont dans cette équipe, donc les Pirates que vous avez vu sur Netflix dans Last Chance You. Il y a Jeffrey Mba donc, qui joue chez les Pirates, mais il y a aussi Thomas Le Boucher qui était déjà en JUCO, je crois, du côté de la Californie avant de transférer à Independence et qui avait une offre à l'époque de UMass. Voilà. Mais qui a préféré rejoindre la JUCO. On ne connaît pas les raisons. Voilà, on essaie un de ces cas de contacter Thomas. Voilà, en tout cas, pour ces previews des équipes indépendantes. Augustin, un petit mot pour la fin. Être indépendant, c'est la meilleure chose. Les conférences, c'est surfait, c'est surcoté. Je sais pas ce que vous avez là à rester dans vos conférences. Moi, je suis très bien de mon côté. Moi. Voilà, super. On aura l'occasion, attention, petit teaser, on aura l'occasion d'en parler de ces fameuses équipes indépendantes très prochainement. C'est sûr. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très très vite pour une nouvelle preview. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Salut à tous.